Radio Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. À présent, nous allons parler du crédit carbone, comment cela peut développer les communautés locales, comment les communautés locales peuvent-elles en bénéficier. Professeur Eustache Kidikwadi, docteur en sciences de l'environnement, et notre invité aujourd'hui, des questions et préoccupations qu'on posait déjà. Le 082 567 30 95. Écrivez-nous à service@radio-okapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de votre magazine. Patrick Yassongwa assure la mise en onde. John Chibwabwa coordonne et réalise cette émission. Esther Mamboté sur les lives sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. L'information se retrouve aussi tout le jour sur radio-okapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radio-okapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Et oui, encore une fois, bienvenue dans votre magazine Okapi Service. Nous parlons du crédit carbone. Le crédit carbone, comment est-ce que le crédit carbone peut développer les communautés locales en République démocratique du Congo et quels mécanismes mettre en place pour obtenir ces résultats? On en discute avec le professeur Eustache Kidikwadi, qui est docteur en sciences de l'environnement. Eh bien, vous savez, le crédit carbone fonctionne via le mécanisme RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêts. Un crédit correspond à une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. Cependant, certains projets développés dans des zones forestières pour empêcher la déforestation ne profitent pas aux populations locales. Et selon une enquête journalistique soutenue par Pulitzer Center, réalisée en mai 2025, à Yafunga, dans les territoires d'Issangué, plus de 1,3 million de crédits carbone ont été vendus entre 2015 et 2024 par la société forestière Jadora. Cependant, de nombreux projets tels que des projets de construction d'écoles, des centres de santé, des routes et autres n'ont pas été réalisés. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour bien utiliser les crédits carbone pour que ça développe effectivement les communautés locales? On en discute avec notre invité, le professeur Eustache Kidikwadi, qui est, voilà, comme je le disais tout à l'heure, docteur en sciences de l'environnement. Docteur Eustache Kidikwadi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. D'abord, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'on entend par crédit carbone. Merci beaucoup pour la question. Un crédit carbone, c'est atteste une tonne de dioxyde de carbone ou encore son équivalent a été évité, réduit ou séquestré de l'atmosphère. Donc, vous allez trouver aujourd'hui, dans le cadre de projets, vous avez reboisé, vous avez créé un boisement et puis vous avez contribué pour éviter ou soit aussi réduire ou séquestrer la quantité de dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère. C'est ce que nous appelons un crédit carbone. Et comment ça se passe concrètement en des termes beaucoup plus simples pour nous aider à bien comprendre? Bon, le terme est plus ou moins plus simple. Vous voyez, je donne l'exemple
Ici, à Kinshasa, nous avons reboisé au 16e rue quartier industriel. Vous allez trouver un boisement qui est là-bas. Ça, c'est un puits de carbone. Et là, nous avons créé un crédit carbone, en sorte que ce que nous avons planté, c'est pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone. Donc, en termes simples, quand aujourd'hui, vous contribuez à la mesure de conservation, vous contribuez aux mesures de reboisement ou à d'autres mécanismes qui ont trait avec éviter ou réduire ou séquestrer la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère, cette façon, ce mécanisme de participer au processus, on appelle ça crédit carbone. Donc, le crédit carbone ici, comme pour votre information, le carbone, ce n'est pas comme vous allez toucher en main. Ça, c'est un produit chimique, un carbone, un produit chimique, mais c'est une nourriture de base pour les végétaux. Les végétaux, pour qu'il y ait la croissance, ça nécessite la présence de beaucoup d'éléments. Parmi les éléments, le premier élément qui joue un rôle important, c'est le carbone, qui est dans le bois ou dans toutes les parties de la plante. Voilà. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne ce mécanisme de REDD+, par rapport à par rapport au crédit carbone? Bon, par rapport au crédit carbone, lorsque nous parlons de ce mécanisme-là de REDD+, c'est vrai, parce que là, ça contribue à la conservation, au stock de carbone et aussi à la gestion durable, notamment des forêts. Mais les mécanismes, nous avons deux types, par exemple, de mécanismes de la compensation. Où là, je parle en termes de marché. Il y a des marchés que nous appelons marchés de conformité et les marchés qui sont volontaires. Marché de conformité, ça c'est un marché peut-être dans le cadre de l'Union européenne, le prix est imposé. Et dans le marché volontaire, vous avez un site que vous avez reboisé, ou soit vous avez la forêt, vous avez conservé, vous voulez vendre ça en termes de crédit carbone, volontairement, on peut vous fixer la taxe. Mais dans le marché conformité, on doit vous imposer, on dit que voilà, par exemple, le prix dépend de tel à tel, donc ça varie. Donc vous voyez, alors la plupart des cas, si vous êtes dans le marché volontaire ici, le cas des entreprises, l'entreprise peut dire, bon voilà, et comme une entreprise qui émet une quantité importante des émissions de gaz à effet de serre, pour récompenser, il peut vous négocier avec cette entreprise, mais vous, le propriétaire, vous n'allez pas fixer le prix. C'est l'entreprise qui pourra dire, bon voilà, il peut fixer de sa manière. Et de cette façon-là, ce n'est pas bon parce que vous allez perdre en termes de financement. Oui, mais certains disent qu'une tonne de CO2 de crédit carbone revient à $5 américains. Justement, à l'époque, ce n'était pas le cas. Vous voyez que tout au début, là, c'était en dollars, c'était en euros, quand on fixait le prix. Mais à l'heure actuelle, on commence maintenant à minimiser, surtout dans le cadre des marchés volontaires. Et tout ça, c'est pour essayer aussi un peu de ne pas respecter, par exemple, ce que nous faisons, et aussi de minimiser, par exemple, en termes de coûts. Et ce n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas imposer, plutôt, on ne peut pas fixer un prix à quelqu'un. C'est moi qui est propriétaire ou qui est porteur du projet de crédit carbone qui doit fixer le prix. Et à ce moment-là, on peut négocier pour voir voilà ce qu'on fait. Mais si une entreprise, par exemple une société qui émet des émissions de gaz à effet de serre, il doit récompenser. Lui, à son tour, au lieu que l'entreprise attende le prix que vous allez fixer, mais le prix est fixé par l'entreprise. C'est ça qui est mauvais. C'est là où il y a le marché qu'on appelle le marché volontaire. Alors, dans le marché volontaire, les prix varient. On peut dire aujourd'hui, il y a $5, ça dépend. Et là, ce n'est pas bon. On ne peut pas imposer. Voilà, on ne peut pas imposer. Alors, comment se fait ce mécanisme de crédit carbone? On dit souvent que ce sont les pays pollueurs qui payent aux pays qui font la conservation, comme la RDC avec la forêt équatoriale, etc. On peut séquestrer ces crédits. Alors, ces pays doivent nous payer. Alors, comment va s'effectuer ce marché-là? Bon, en termes de marché, c'est comme quand vous prenez le cas de notre pays, la RDC, non seulement la RDC, quand on parle de la RDC, parce que c'est le premier poumon et c'est aussi le premier en termes de crédit carbone. Donc, ce qui est très important, c'est que nous avons des forêts, nous avons des sites appropriés, nous avons des forêts, nous avons conservé et aussi nous avons contribué aux pratiques, par exemple, de reboisement. Et là, c'est très important. Alors, à ce moment-là, comme ce sont des pays industrialisés qui sont des grands pollueurs, à leur tour, ils doivent en principe négocier avec nous pour permettre, parce que nous avons
des espaces. Nous avons des forêts. C'est partant de ces forêts que les forêts vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais maintenant, il faut négocier. Il doit négocier avec nous, vice-versa. Et à ce moment-là, ça peut bien marcher. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, pour que ces crédits carbone puissent contribuer au développement des communautés riveraines? Bon, le crédit carbone, pour contribuer au développement de populations riveraines, comme nous sommes en train de dire, vous savez que lorsque nous parlons notamment des ressources naturelles ou bien tout ce qui est comme par exemple le cas des crédits carbone, d'abord c'est là pour la population de base. Comment la population peut bénéficier des crédits carbone? C'est simple. Lorsqu'il y a un financement, on doit penser aux besoins qu'on appelle les besoins réels et les besoins ressentis de la population. Par exemple, construire les écoles, construire notamment les routes, vous avez d'autres infrastructures telles que les hôpitaux et autres. C'est dans cette façon-là que la population peut bénéficier notamment des crédits carbone. Mais si on n'arrive pas à tenir compte de ces aspects, des besoins sociaux, des bases, des services de base, ce n'est pas bon. Donc, la population doit bénéficier de ça parce que quand il y a des financements, il faut chercher des solutions aussi qui sont alternatives, appropriées, aider. Allô? La population, construire les écoles et aussi peut-être aussi des puits d'eau, aménager ça, ça sera quelque chose d'intéressant. Bien, nous avons par exemple une étude qui a été financée par le centre Pulitzer, pour Pulitzer Center en 2025 au niveau de Yafunga, une localité du territoire d'Isangui, où il y a eu un projet Jadora, mais qui n'a pas du tout un projet de conservation, mais qui n'a pas profité aux populations locales, et il y a eu un tollé et finalement le projet a été stoppé par le gouvernement congolais. Alors, est-ce qu'il y a eu des projets, par exemple, du RED Plus aujourd'hui qui ont pu développer certaines communautés locales? Est-ce qu'il y a des exemples à travers le pays, professeur Kidikwadi? Bon, lorsque vous allez peut-être, par exemple, à Maïndo, mais quand même, j'ai vu là, il y a quand même des retombées. On voit un peu de construction. On me dit, il y a des écoles, tout ça. Bien que je n'ai jamais été sur le terrain, mais je vois quand même des échos par rapport à Maïndomé là-bas. En principe, lorsqu'il y a un financement dans le cadre financement climat, et c'est la population locale. On doit tout faire pour essayer un peu d'améliorer leurs conditions de vie. On n'a pas dit que c'est d'une manière en totalité, mais surtout les services de base. Chercher un peu à négocier avec la population, poser des questions. Quels sont les besoins prioritaires par rapport à la population et vous allez résoudre leurs problèmes. Si la population ne participe pas au processus, par exemple, de crédit carbone, ce n'est pas bon. Il faut que la population elle-même doit comprendre que c'est à elle de bénéficier des crédits carbone. Voilà. Voilà, par exemple, on demande à la population de ne plus couper les arbres, d'arrêter avec le feu de brousse. Oui, et pourtant, les gens tirent leur subsistance de la forêt. Maintenant, si on leur demande d'arrêter et qu'ils ne voient rien, mais ils vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Bien sûr, c'est pourquoi je parle de la participation. Donc, il faut que la population participe. Il doit connaître d'abord quelle est l'importance de ces crédits carbone. Pourquoi d'abord aujourd'hui on leur demande de ne pas couper? C'est bien. Il faut peu dire à la population de ne pas couper, mais il faut chercher des solutions alternatives. Vous pouvez interdire les gens de ne pas couper, ce n'est pas une solution durable, mais chercher des solutions alternatives pour qu'ils ne coupent plus. Parce qu'ils ont besoin, ils doivent manger, et ils doivent scolariser, ils doivent aller à la santé, etc. Alors si les besoins sociaux ne sont pas satisfaits, mais la population va continuer toujours à couper ou à détruire notamment la forêt. Mais c'est question, dans ce stade-là, de voir quelles sont les activités alternatives qui sont nécessaires pour améliorer les conditions de vie de la population riveraine. Bien, nous parlons du crédit carbone avec le professeur Eustache Kidikwadi, qui est docteur en sciences de l'environnement. Alors, professeur, quelles sont les institutions qui sont chargées d'évaluer les crédits carbone ou de négocier les marchés avec les pays ou les institutions qui financent? Bon, ceux qui financent, il faut qu'il y ait d'abord un soubassement. Vous voyez que, par exemple, ici chez nous, RDC,
vous pouvez avoir votre projet. Et vous avez un projet, vous avez créé, soit dans le cadre de la conservation, dans le cadre du reboisement, mais il faut collaborer avec notamment le gouvernement. En principe, c'est le ministère notamment de l'Environnement, où quand il y a un projet qui arrive, en principe, même si on doit vous financer, mais il faut qu'il y ait d'abord les documents qui sont légaux. Est-ce que votre projet est connu, les ONG ou quoi, c'est connu ou pas? Ça doit être vérifié par des institutions tutelles. Alors, à ce titre-là, ça serait intéressant quand on vérifie, parce que la personne qui viendra avec son financement, le financement, il saura qu'effectivement, que voilà, les documents sont légaux, il est connu, donc on peut le financer. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez négocier comme si un marché qui est en clandestine, non. Il faut avoir les documents légaux et vous devez obtenir tous ces documents et pour permettre au ministère de l'Intérieur et puis au ministère de l'Environnement et autres. Et puis bon, vous allez négocier pour vous permettre d'obtenir ce financement. Et il semble que ce système attire beaucoup d'investisseurs. Même ceux qui ne sont pas dans le secteur de l'environnement, ils sont attirés. Bien sûr, surtout ceux qui sont concernés, les gens qui ont des industries qui libèrent une quantité importante des émissions de gaz à effet de serre, ils sont concernés parce que lorsque vous avez installé une industrie, il y a des taxes que vous allez payer, les taxes carbone dont on parle. Mais maintenant, là, lorsqu'il y a l'argent, vous devez collaborer avec les pays où il y a des forêts telles que la RDC, parce que nous, ici, comme il y a des terrains, il y a des forêts, nos forêts absorbent une quantité importante des émissions de gaz à effet de serre, surtout les carbones, ils stockent, et à ce moment-là, ça serait intéressant. Donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Bien, nous parlons du crédit carbone. Vous voulez participer à cette émission, le standard est ouvert, composez le 082 567 30 95. Il y a eu, par exemple, les 2 cas en RDC dont on peut évaluer l'impact. Nous avons le projet RED Plus d'Isangé et vous avez parlé tout à l'heure du projet Maïndombe qui est une réussite. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cela a apporté concrètement à la communauté locale? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le niveau de vie des populations des riveraines a également changé? Bon, le problème, lorsqu'on parle de changement, c'est tout un processus. Ça doit aller lentement et puis s'il y a des écoles comme ici, peut-être les étudiants, aujourd'hui on doit éviter, il faut que les gens doivent étudier, surtout nos enfants, pour la génération future. Et si, par exemple, il y a l'amélioration avec les problèmes de santé, s'il y a une structure, par exemple, dans le cas des dispensaires et autres, ce sont ces éléments qui sont importants. Donc, quand on parle de développement, du changement, le changement n'est pas brutal. Il faut aller progressivement en fonction des moyens, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Mais sinon, je n'ai jamais, je n'ai pas encore été là-bas sur le terrain, mais sinon, avec les échos, on nous parle toujours que non, voilà, il y a eu construction des écoles et autres. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis aussi, vous voyez, quand on parle de la conservation, là, avec des forêts, il peut y avoir les chenilles à l'époque qui sont devenues rares. Et puis, si on doit conserver, ça peut encore revenir. Vous avez les champignons et autres que la population aussi locale peut bénéficier sans toutefois couper les arbres. Mais il peut profiter des produits forestiers non ligneux qui sont utiles. Et professeur, il faut avoir combien d'hectares pour pouvoir prétendre bénéficier d'un crédit carbone? Ah, bien sûr, là c'est une question pertinente. Vous voyez que c'est comme chez nous ici, ce n'est pas facile. Normalement, nous devons reboiser pas moins de 10 hectares, pas moins aux environs de 50 000 hectares au-delà. Et parce que là, on évalue en fonction des hectares. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Alors, si vous avez un nombre important d'hectares et puis vous avez reboisé, soit conservé, surtout en termes de reboisement, ça sera quelque chose intéressante pour bénéficier de ce que nous appelons crédit carbone. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des terrains, un terrain vide comme ça, mais ils proposent de bénéficier des crédits carbone. Non, il faut commencer d'abord par quelque chose. Vous avez déjà planté. On vient sur les terrains, on voit ce que vous avez fait. Par exemple, ou soit déjà vous avez reboisé même 5 hectares ou bien 10 hectares, on sent que la personne a déjà la volonté de travailler. À ce moment-là, même si lorsque vous allez introduire votre dossier, on va envoyer une équipe sur le terrain, ça sera bon. On pouvait même apprécier. Mais il y a des gens, aujourd'hui, le terrain est vide. Lui-même, il n'a jamais reboisé. Aucun expert là-dedans, aucune espèce,
qui est connu, qu'on doit aller reboiser là-bas, ça devient très difficile à bénéficier des crédits carbone. Porteur d'un crédit carbone, vous devez avoir des projets, vous devez avoir des terrains, vous devez avoir des superficies importantes pour vous permettre à contribuer surtout à la pratique de régénération, à la pratique de reboisement. Parce que lorsqu'on reboise, avec les individus qui sont jeunes, ils vont absorber une quantité importante de carbone. Et c'est à notre avantage. À chaque fois, il faut mesurer ce carbone. Chaque année, il faut mesurer. Parce que la quantité de carbone qui est stockée dans le bois, ce carbone-là est dynamique. Le carbone n'est pas statique, c'est dynamique. Ça varie avec plusieurs paramètres là-dedans. Et comment on fait le mesurage concrètement, professeur? Bon, les mesurages, ce sont les inventaires. Hein. On parle d'inventaires forestiers. Vous avez entré dans la forêt, vous avez des mesures déterminées, des placettes, des sous-placettes. Vous commencez à mesurer, notamment individu par individu, mais il y a aussi des mesures qui sont un peu standards. Donc, prenez par exemple tous les individus où le diamètre est supérieur ou égal à 10 cm. Donc, ce sont les individus que vous devez mesurer à chaque fois. Et puis, vous continuez, vous calculez la surface terrière, vous avez la biomasse aérienne, biomasse souterraine, vous avez le carbone, l'équivalent carbone et la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui sera libérée par individu. Voilà, et aujourd'hui, on signale que la Banque mondiale est vraiment impliquée dans ce mécanisme de crédit carbone. Bien sûr, la Banque mondiale est impliquée. D'ailleurs, pour votre information, je crois que c'était en 2024, il y a eu une formation. J'étais parmi les formateurs où j'ai vu peut-être deux personnes, je crois, de la Banque mondiale qui se sont aussi participées, mais il y avait pas moins de 100 personnes qui sont venues à l'université de Kinshasa où il y a eu la formation comment faire les inventaires de carbone dans des forêts. Et c'était intéressant et on les a montrés. D'abord, c'était la théorie et la pratique. Nous sommes allés en forêt pour mesurer et revenir en fait de calculer et chacun de nous avait un outil important de le faire. Mais professeur, il semble qu'il faut, lorsque vous faites les mesurages, après, il faut qu'il y ait une structure qui fait la certification. Exactement. Comme Vera par exemple. Exactement. Exactement. Il y a une structure là qui fait la certification parce que c'est justement pour vérifier, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vérité terrain. Tu peux tout dire, mais on ne va pas croire. Ces questions, les gens parlent sur le terrain. Dès qu'ils voient, ils constatent, ils trouvent que c'est bon, vous serez certifié. Et c'est à ces conditions-là, parmi les éléments même des dossiers, si vous voulez introduire sur citer un marché de crédit carbone, il y a aussi la certification qui joue un rôle important pour montrer qu'effectivement, vous êtes en train de travailler. Sans certification, ça sera difficile. Mais il faut qu'il y ait une équipe de terrain, d'experts en matière. Bien, nous parlons du crédit carbone aujourd'hui. Appelez-nous 082 567 30 95 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. 082 567 30 95 pour participer à cette émission. On va accueillir Jean-Claude qui nous appelle depuis la ville de Kananga. Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité qui est sur place avec vous dans le plateau. Quelle est votre préoccupation? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voulais juste d'abord commencer par suggérer à notre invité qui est sur place avec vous, pourquoi notre gouvernement ne songe-t-il pas à placer des gens dans nos différentes forêts pour que les gens ne puissent pas détruire les arbres comme il l'a dit. Vous voyez actuellement, les gens ne peuvent pas comprendre seulement comme ça. Et puis, la misère que nous traversons des fois dans nos différents lieux ne peuvent pas faire à ce que quelqu'un puisse comprendre ce qu'on lui dit. Actuellement, il y a des mamans qui nourrissent les enfants par rapport à ce petit travail-là. Pour trouver de la braise, il faut que les papas aillent dans des forêts, couper certains arbres. Tout ça, pour que ces gens puissent comprendre, on peut placer certaines personnes et appliquer aussi une certaine mesure pour sauver des vies. Par exemple, quelqu'un qui était en train de détruire des arbres, on peut lui donner un petit travail comme le gouvernement a fait avec les gens des coulons, là.
comme il l'a fait, on peut aussi le faire actuellement. On dit, comme vous faites ce travail, ne le faites plus, voilà ce qu'on vous donne comme travail. Et ces gens peuvent laisser ce travail-là. Alors, on peut trouver autant de carbone que nous voulons. Donc, c'est ça un peu ma suggestion, ce que j'avais, M. Jean-Luc. Merci. Bien, merci. Pourquoi ne pas proposer aux communautés locales d'autres alternatives afin de protéger nos forêts et obtenir plus de marchés de crédit carbone? Professeur Eustache Kidi-Kwadi. Merci beaucoup. Je remercie d'abord pour l'intervention de notre frère qui vient de proposer comme suggestion, et aussi à vous. Je pense qu'il a pleinement raison. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons des emplois avec les crédits carbone, on peut créer. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des différentes provinces. On peut organiser dans des provinces, on peut organiser dans des territoires. Qu'est-ce qu'on fait? Il est important de déterminer, par exemple, des vastes étendues. Il y a des savanes. Et à ce moment-là, on peut recruter nos jeunes gens pour récolter les semences, ceux qui sont en matière, et ensuite préparer des pépinières. À partir de ces pépinières, on va créer des pépinières, on va commencer à reboiser. Tous ces gens qui n'ont pas d'emploi, surtout les jeunes gens qui terminent aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas étudié, on va les engager, ils vont travailler. Et quand nous parlons de crédit carbone, ça ne sera pas pour une année. Ça peut être un projet, soit par rapport à la durée, de 15 ans, 20 ans par exemple. Et à ce moment-là, les gens qui faisaient n'importe quoi, ils seront déjà occupés dans des services, mais c'est une politique. C'est ça que nous appelons la politique, notamment en termes de création de crédit carbone. Donc, on doit penser à mobiliser, à sensibiliser, par exemple, la communauté locale, surtout les jeunes gens. Et là, ce sont les initiatives qui sont tout à fait nouvelles, où la population locale doit participer à cette gestion des crédits carbone. Si la population locale ne participe pas, il y aura toujours la dégradation et les pertes. Comment il peut participer? Si aujourd'hui, nous partons dans telle province, par exemple, parce qu'il faut qu'il y ait une cartographie, notamment des zones à reboiser dans les différentes provinces. Et à la fin, on saura que voilà, dans telle province, il y a tant de superficie, ils ont reboisé autant. Mais bon, c'est vrai qu'on ne va pas engager tout le monde au même moment. Mais sinon, on va recruter les jeunes gens. On les recrute et on les met au service dans les activités. Maintenant, l'argent des crédits carbone là qu'on a financé, à chaque fin du mois, on pouvait les payer. C'est de cette façon-là qu'on peut aider nos jeunes gens qui n'ont pas d'emploi. Et c'est de cette façon-là. Donc, c'est très bien, une bonne initiative, qu'avec le crédit carbone, ça réduit d'ailleurs la pauvreté. On peut passer dans les universités aujourd'hui. Il y a combien d'universités à la République démocratique du Congo à travers les différentes provinces? Parce qu'avec ça, il y a des étendues, ils vont créer des pépinières et ensuite, on va prendre toutes ces plantules, on va les faire. Je vous donne un exemple typique. À Kinshasa, ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons la capitale, nous avons à la commune de Limité, 16e rue quartier industriel. Je suis allé avec les étudiants, nous avons planté, c'était en 2014, aujourd'hui. C'est tout un boisement urbain. Et les gens, les plantules, les graines qui tombent, la communauté locale bénéficie, les citadins récoltent, ils préparent des pépinières, ils vendent ça. C'est ça qu'on appelle économie circulaire. Et c'est très important. Donc, au lieu qu'il y ait tout le temps de chercher des emplois, avec l'argent de financement des crédits carbone, on crée des emplois pour réduire la pauvreté, les taux de chômage dans nos milieux ruraux. Mais on a vu, par exemple, à Limité, vous parlez des Limité, presque tous les arbres qui étaient là, le long de la route du boulevard Lumumba, ont été coupés. Et ces espaces sont devenus des lieux, des bistrots et autres. Ah, bien sûr, mais pour nous, c'était un modèle. Parce que lorsque nous étudions, ce n'est pas pour enseigner, c'est pour servir aussi l'État. On doit servir la communauté. Nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est pour montrer qu'effectivement, nous avons des atouts. Nous avons une expertise. Voici ce que nous avons fait. Et nous avons fait. Ce que nous avons fait là, c'est un échantillon qui nécessite à valoriser. Et aussi, on peut aller dans d'autres provinces ou dans dans d'autres communautés pour expliquer, pour leur montrer ce qu'elles devaient faire. Mais il faut qu'il y ait un financement par rapport à ça. Mais c'est déjà un crédit carbone. Parce que là-bas, les arbres sont déjà poussés. Aujourd'hui, c'est presque plus de 5 ans. Tout le monde, les gens qui passent là-bas félicitent. Et ce sont les espèces locales à croissance rapide. Et vous avez dit c'est au niveau du 16e rue 16e rue, quartier industriel. 16e rue, quartier industriel à Kinshasa. Industriel, oui. OK. Vous avez planté quel type d'arbre?
Bon, nous avons planté l'arbre d'une manière générale, mais je n'ai pas d'une manière spécifique en termes d'espèces. Mais sachez que vous n'êtes pas du domaine, hein, mais je dois utiliser les noms. Oui. Non, par exemple, nous avons utilisé d'abord, ce sont des espèces locales. Comme quoi, il y avait le Laneya Welweti. Il y a des espèces que vous allez trouver là-bas, on appelle Laneya Welweti. Le nom que j'utilise ici, ce sont les noms, ce ne sont pas les noms vernaculaires. Le nom vernaculaire, ça dépend d'une tribu à une autre. Si tu es de la même tribu que moi je peux utiliser ce nom. Mais sur le plan mondial, on connaît par le nom scientifique en latin. Donc, Laneya Welweti, il y a le Wenge, donc Miletia laurenti. Le Wenge, c'est connu, nous l'appelons bois noir, Oui. Qui est une espèce à grande valeur économique. Il y a aussi ce que nous avons planté là-bas. Il y a Hymerocadia ulumoides que nous avons planté là-bas. Donc, il y a une diversité des espèces locales. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi l'acacia? Parce que souvent, on entend parler de l'acacia. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là-bas, nous n'avons pas planté l'acacia. L'objectif, c'était quoi? Vous voyez, nous sommes en train, on ne peut pas créer, il y a une différence entre plantation et forêt, et créer une forêt. Lorsque nous parlons de créer une forêt pour la génération future, ce n'est pas avec acacia. Parce que naturellement, vous n'allez pas trouver l'acacia dans notre forêt. N'existe pas. L'acacia est une espèce exotique. C'est vrai, et ça peut nous donner, on peut planter la carbonisation pour tout. Créer une plantation pour la carbonisation, ou soit pour d'autres besoins, en termes de la valorisation, par exemple, du miel et autres. Là, c'est normal. Mais ce n'est pas dit que vous allez créer une forêt d'acacia. Ça n'a pas de sens. Mais créer une plantation d'acacia pour la carbonisation, cela existe. Bien, nous parlons du crédit carbone. Comment cela peut développer les communautés locales? 082 567 30 95. Appelez-nous à ce numéro pour participer à cette émission. Charles Kisimba Salangeta de Lubumbashi nous a écrit. Il dit ceci: l'humanité en général et les communautés riveraines en particulier doivent apprendre à vivre en harmonie avec la nature, du fait que celle-ci est notre voisine. Privilégions alors les relations de bon voisinage. Voilà, c'est la réaction de, non pas Charles, de Jean-Claude depuis Kananga. Professeur Kidikwadi. Oui, mais monsieur Jean-Claude a tout à fait raison. Hein. Donc, vous voyez, lorsque nous parlons d'abord de ressources environnementales, il faut valoriser, il faut faire ceci. D'abord, c'est pour la population locale. La ville, toutes nos villes ont été créées par l'homme, mais la communauté locale, la population locale doit participer. Il faut des campagnes de sensibilisation pour leur montrer l'intérêt, par exemple, des créations de crédits carbone. Ce qui est mauvais, c'est quoi? Si aujourd'hui vous avez un terrain et qu'il y a un terrain à conflit, par exemple, ça devient très difficile à parler en termes de crédit carbone. Parce que vous pouvez planter. Après, quand vous allez revenir, quelques années après, tout est coupé. C'est normal parce que la communauté, il y a eu des conflits et la communauté locale n'est pas participée à ça. Il faut qu'il y ait une gestion que nous appelons une gestion participative. On vient de vous financer, obtenir un financement de crédit carbone. Normalement, il faut collaborer avec la communauté locale. C'est ce que nous appelons toutes les parties prenantes. Et la communauté locale, la population, peuple autochtone, les chefs coutumiers, les notables, tout ce monde-là, ils doivent participer à la gestion des crédits carbone. Et vous allez réussir. Parce que si la population locale n'est pas informée, la population, ils vivent que de ça, ils seront en mesure de couper. Et quand ils vont couper, la faute incombe à qui? Au porteur du projet. Parce que la population n'était pas informée. Il faut les informer avant. Campagne de sensibilisation, campagne de mobilisation pour leur montrer l'importance de l'arbre, pour leur montrer l'importance des crédits carbone et l'expliquer clairement en termes simples c'est quoi les crédits carbone pour qu'ils comprennent. Sinon, ils peuvent refuser ce que vous êtes en train de dire pour crédit. Ils ne vont pas comprendre c'est quoi crédit carbone. Donc, il faut commencer par la sensibilisation pour réussir ce projet au sein d'une communauté locale. Par exemple, je vous ai parlé du cas du projet Isangi Red Plus à Yafunga, à Isangi, où la société Jadora a promis même aux communautés locales des étangs. Les gens ont fait des étangs, tout ça pour élever les poissons, mais après, il n'y a pas eu de retombées, il n'y a pas eu un impact significatif. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez, il y a deux types de besoins. Besoin qu'on appelle besoin réel et le besoin ressenti. Lorsqu'il y a un besoin ressenti, la population exprime l'ensemble des besoins
vous leur posez la question. Parmi tout ce que vous avez énoncé, vous voulez quoi? Ils vont vous dire, voilà, ils ont besoin de la production d'eau potable, besoin d'un dispensaire, besoin d'un ceci. C'est vrai, il y a eu des États. Est-ce que c'était les besoins réels pour la communauté locale? C'est ça la question. Parce qu'on peut résoudre un problème, mais le problème que vous devez résoudre, il faut tenir compte des besoins réels de la population locale. Il faut que la population elle-même participe. La population elle-même doit prononcer que voilà, partant de votre projet, nous voulons, dans le cahier de décharge, faites ça, 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 ça. Et c'est tout. Mais si la population n'est pas informée, vous menez les activités, ou soit vous trouvez, vous êtes en train de satisfaire la population à ne pas tenir compte de leurs besoins réels, ça devient très compliqué à gérer. C'est pourquoi j'insiste beaucoup, la participation de la communauté locale, tenir compte des besoins réels de la communauté locale. Elle-même, il doit s'exprimer. Comme il y a crédit carbone, c'est vrai, les forêts sont conservées, ou bien il y a le reboisement, l'argent de ce crédit carbone, nous proposons de développer telle ou telle activité. Voici l'activité, voilà. Et là, vous devez aller progressivement, lentement, avec une coordination, bien contrôler les activités, parce qu'il y a un problème de suivi. Tu peux mener très bien les activités et vous partez. Derrière vous, dès que vous allez revenir, tout est saccagé, vous allez perdre. Donc il faut qu'il y ait une équipe. Parmi cette équipe qui coordonne, il faut qu'il y ait aussi la participation de la communauté locale, à tout le temps en train d'éduquer, de mobiliser la population pour ne pas détruire l'endroit où vous êtes en train de conserver ou vous êtes en train de reboiser. Et par rapport à toutes ces pratiques, par exemple, des feux de brousse, les gens sont habitués à le faire depuis des années, depuis des générations. La pratique continue toujours aujourd'hui, jusqu'à ces jours. Est-ce que les communautés locales on peut arriver à leur faire changer d'habitude ou de comportement en peu de temps? Oui, on peut changer le comportement. Dans quelle manière? Il y a ce qu'on appelle mise en défense. C'est-à-dire, on peut délimiter d'abord là, ça dépend un besoin. Mais on peut délimiter une surface, une superficie par exemple, et vous créez une bande. Vous dégagez ce que nous appelons mise en défense pour que le feu puisse passer de l'autre côté. Et c'est cette façon-là qu'on peut aider la communauté locale. Crédit carbone, comment les communautés locales peuvent-elles en bénéficier? Alors, les financements peuvent aller jusqu'à quel ordre, quel plafond, professeur, et puis ça peut s'étendre sur combien d'années? Bon, le financement, là, ça dépend du besoin, hein? Ça dépend des superficies, aussi, surtout des superficies et la quantité de crédit carbone en question. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a des gens, aujourd'hui, vous trouvez, quand on dit crédit carbone, ils créent un projet brutal. Il n'a même pas l'idée de ce qu'est crédit carbone. Il crée parce qu'il entend qu'il y a l'argent pour le crédit carbone. Ça ne se fait pas comme ça. Vous devez d'abord travailler. On travaille, on vérifie ce que vous avez fait. On sent qu'effectivement, c'est une personne qui a déjà une équipe. La personne travaille déjà. Dans ce sens-là, il y aura une équipe qu'on va vérifier. C'est là que vous allez obtenir votre certificat d'enregistrement. Et là, c'est très important. Mais aujourd'hui, si par exemple, vous avez un terrain et que un projet vous avez monté rapidement parce que vous avez besoin d'argent, c'est là où il y a tout le temps des échecs. Donc, il y a plusieurs cas pareils. Quelqu'un qui n'a pas, soit vous n'avez pas les terrains, soit vous n'avez pas des espaces, soit il y a des conflits. Et tout ça, il faut tout faire. Aller d'abord une équipe d'avance pour permettre pour parler et terminer, pour éviter tout ce qui est comme des problèmes. Et à ce moment-là, ce sera possible pour obtenir le crédit carbone. Donc, le prix ou la durée, ça dépend de vos besoins. Ça dépend aussi, ça peut aller soit plus de 5 ans renouvelable, soit de 10 ans renouvelable. Donc, ça dépend. Bien, nous avons la question il y a Héritier Ben Kamba, journaliste environnementaliste de Mbujimaï, KHRT. Voilà, il nous pose quelques questions. Il vous pose quelques questions, professeur. En quoi les crédits carbone peuvent-ils contribuer au développement des communautés locales? Quel type de projets peuvent générer des crédits carbone en RDC? Quels bénéfices concrets les populations peuvent-elles espérer? Emploi, école, centre de santé, route, eau potable, etc. Quels sont les principaux obstacles à la réussite des projets de crédit carbone en RDC? Quel est le rôle du gouvernement congolais dans la gestion des crédits carbone? Quels mécanismes de contrôle existent pour assurer une gestion transparente des revenus? Il a beaucoup de questions. Que faut-il faire pour que les crédits carbone deviennent un véritable levier de développement social?
quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans la sensibilisation sur les crédits carbone? La RDC peut-elle devenir un leader africain du marché de carbone? Voilà autant de questions, professeur, de notre confrère héritier Ben Kabamba, journaliste environnementaliste de KHRT en Bujimaï. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, merci beaucoup pour une série de questions qui nécessitent à répondre par rapport à ça. C'est vrai, ce sont des questions, il a raison, et aussi la communauté locale peut bénéficier de plusieurs manières lorsqu'il y a un crédit carbone. C'est là où nous parlons de soutien social. Donc, on peut créer des écoles, on peut beaucoup des infrastructures, les routes, surtout les services de base. Qu'est-ce que la population locale a besoin? Et pour tenir compte de ça, il peut bénéficier sans doute. Et par rapport à ça, même dans d'autres pays, les gens sont en train de le faire. Quand vous allez au Gabon, au Cameroun, ici, tout ça, on le fait. Donc, la population locale peut bénéficier sans qu'il y ait de problèmes. Voilà, et il veut savoir quel type de projets peuvent générer des crédits carbone en RDC. Quel type de projet? Oui, le type de projet, il y a type de projet. Par exemple, le projet d'adduction d'eau potable, ça peut être régénéré partant des crédits carbone. Le projet de l'agroforesterie, le projet de l'agroécologie, ça peut régénérer par le crédit carbone. Le projet par exemple, on peut parler de la lutte contre la malnutrition, ça peut régénérer. La pisciculture, ça peut régénérer par le crédit carbone. Donc, là, ça dépend des besoins de la communauté locale. Donc, on va poser les questions et ils vont vous dire que voilà, dans notre communauté, nous voulons ça, et vous développez des projets qui cadrent avec le financement des crédits carbone. Et la lutte contre la pauvreté, on peut le faire, la scolarisation, les écoles, il y a toute une série de projets qui peuvent régénérer partant des financements carbone. Bien, une autre question de notre confrère. Quels sont les principaux obstacles à la réussite des projets de crédit carbone en RDC? Bon, il y a des obstacles quand même par rapport à ça. Vous voyez, moi je vous ai dit, donc par exemple, le cas ici, quelqu'un, il n'a pas le terrain, absence de terrain, mais vous voulez obtenir le crédit carbone. Il n'y a pas de terrain. Aussi, un terrain qui est conflictuel. Vous savez vous-même, dans nos villages, le crédit carbone, ce n'est pas ici à Kinshasa, vous allez créer. C'est toujours aller dans les campagnes. Dans nos villages, les gens vivent toujours selon les familles. Il peut y avoir une concession qui n'est pas communautaire, mais qui dépend d'un clan à un autre. Et puis le clan là, ils ont des conflits. Même si vous avez ces crédits carbone, vous allez créer des problèmes, ça ne va pas aller. Et là, ce n'est pas bon. Et aussi, en termes des obstacles, le cas des espèces. Vous voulez reboiser, vous ne connaissez même pas quel type d'espèce à reboiser. Donc, vous n'avez même pas une pépinière. Vous n'avez même pas un expert qui peut vous aider en termes de reboisement. La personne ne connaît rien. Et c'est dangereux. C'est-à-dire, dans tout ça, il faut qu'il y ait une équipe, c'est-à-dire, on travaille en synergie. En synergie, ça dépend des domaines, des cartographes, tout ce monde-là doivent être impliqués pour permettre qu'il y ait évité les obstacles par rapport à ça. Et aussi, obtenir les documents. Votre ONG n'a jamais été enregistré. L'État ne connaît pas. Votre ONG, aucun document. Donc, ce sont des obstacles par rapport à ça. Et aussi, l'étendue. Peut-être tu as qu'un seul hectare, mais vous voulez obtenir le crédit carbone. Non, c'est un obstacle. Et aussi, on ne connaît même pas, par rapport à l'hectare en question, quelle est la quantité, par exemple, de carbone qui est stocké. On ne connaît pas. Tout ça, ce sont des préalables. Il faut en avoir pour éviter qu'il y ait des obstacles. Voilà. Bien, et quel est le rôle du gouvernement congolais dans la gestion des crédits carbone, professeur Kidi Kwadi? Oui, mais là, c'est tout à fait normal. C'est lui qui doit voir, parce que quand il y a un financement, ça doit normalement passer à qui de droit? C'est le gouvernement. Le gouvernement doit connaître, parce que vous ne pouvez pas travailler hors du gouvernement, ça n'a pas de sens. Le gouvernement est là, il voit la personne à qui titrer, qui doit venir voir, même le document que vous voulez obtenir, c'est pour le gouvernement, et le gouvernement doit voir ça. On ne peut pas faire un travail comme ça que le gouvernement ne connaît pas, ce n'est pas bon. Donc, tous les documents, les documents qui sont légaux pour obtenir le crédit carbone, vous devez obtenir auprès du gouvernement. Et quand vous allez obtenir, il y aura des suivis. Parce qu'il y aura aussi une équipe qu'on va envoyer sur le terrain pour vérifier est-ce que tout ce que tu fais, c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, on va vous livrer, il y aura un certificat d'enregistrement et autres. Donc, il joue un rôle important pour éviter qu'il y ait des pertes,
qu'il y ait des obstacles, des mécontentements. Le gouvernement souhaite la réussite, notamment de ces crédits carbone. Au lieu qu'il y ait un seul, on peut peut-être financer beaucoup de gens. Mais que ça doit passer dans les mains propres. Donc, c'est le gouvernement qui vous donne les documents qui reconnaît, par exemple, les titres. Bien sûr. Voilà. Si vous n'avez pas ces titres-là, donc vous ne pouvez pas vous engager dans le marché crédit carbone. Mais le marché crédit carbone, lorsque nous parlons des entreprises, lorsque nous parlons des industries ou d'autres personnes qui viennent, les investisseurs qui vont venir, mais d'abord, ils doivent voir le gouvernement. De notre lait, vous ne pouvez pas travailler comme ça sans qu'on ne te connaît pas, ce n'est pas bon. On doit vous identifier par les documents qui sont légaux. Si vos documents sont légaux, on vérifie, ok, on met l'accord, ça sera passable. Bien, que faut-il faire pour que les crédits carbone deviennent un véritable levier de développement local, professeur Kidikwadi? Bon, c'est que comme un levier, la fois passée, j'avais développé un thème là sur le reboisement, un levier local, c'est vrai. Et le problème, c'est que, vous savez, ce sont des notions qui sont tout à fait récentes, mais quitte à nous maintenant, d'abord, ça voudrait être, en quelque sorte, commencer d'abord par la sensibilisation. Parce que la communauté locale, qui est cette maman qui est au village, quand vous parlez de crédit, il ne va pas connaître c'est quoi d'abord crédit, c'est quoi d'abord carbone, il ne va pas comprendre. Il faut d'abord sensibiliser la population locale et vivre avec la population, mais pendant 2 mois, en train de leur mobiliser des campagnes. Ça doit commencer ici, au niveau de Kinshasa, la capitale. Après, ça va aller dans des provinces, dans des territoires, et ainsi de suite. Parce que si la personne, c'est lui qui n'est pas allé à l'université ou soit à l'école, il ne connaît pas ce qu'on appelle le carbone. Mais le carbone, c'est quoi? C'est un élément chimique que nous trouvons dans les aliments. Nous consommons le carbone sous forme des aliments que nous bénéficions. Parce que notre corps, c'est la chimie. Alors, celui qui est au village, il ne connaît pas, vous devez expliquer en termes vulgaires. Et aussi chercher ceux qui sont des locaux, c'est-à-dire même qui sont les autochtones de cette communauté-là, ils peuvent passer le message en termes de leur langue vernaculaire, ça doit passer et ça serait intéressant. Mais des fois, on a un projet. Dès que vous obtenez le financement, directement vous allez sur le terrain. Ça ne se fait jamais. Il faut d'abord commencer à mobiliser, sensibiliser la population pour donner l'importance de ces crédits carbone vis-à-vis de la communauté locale. D'abord, c'est pour la communauté locale. Et à ce moment-là, ça sera intéressant. Mais si la population locale n'est pas informée, brutalement comme ça, c'est comme si vous êtes en train de leur négliger et tout ce que vous allez faire, il n'y aura pas une suite favorable. Bien, et d'ailleurs, au niveau de les ONG, on a toujours dit, tout ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Et les gens ne vont pas s'approprier de ce projet. Bien, on va accueillir Alphonse depuis Arou, en Ituri. Alphonse, bonjour. Bonjour Jody, ça fait très longtemps Jody, hein? C'est Alphonse Boudi-Liguele, c'est depuis Indokolo, dans le territoire de Arou. Alphonse, depuis Indokolo, ça fait longtemps. Content de vous entendre encore aujourd'hui dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup parce que j'en ai essayé autant de fois, alors merci parce que ça tient aujourd'hui. Alors Jody, par rapport au sujet du jour sur les crédits carbone, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Oui. Ce thème, souvent je le suis, il semble que c'est quelque chose qui appartient à ceux qui sont au niveau de la province, ceux qui sont au niveau de la capitale là-bas. Donc quand on parle de crédit carbone, nous voyons les grandes villes, alors que nous qui sommes au village, c'est nous qui sommes dans les forêts où on devait avoir beaucoup de crédits carbone alors. Alors on se demande si comment cette affaire s'organise. Sinon, je voulais demander à l'invité, quelqu'un qui a par exemple autant de palmeraies, il a autant de milliers de pieds de palmiers, est-ce qu'avec ça on ne peut pas aussi extraire les crédits carbone? Et puis, chez moi, je dis, c'est un petit témoignage là. Oui. J'ai une petite galerie chez moi qui peut presque faire des 1000 km². Alors, j'ai laissé des arbres là. Des arbres sont en train de végéter, de grandir suffisamment. Mais ce qui me cœur ici, il y a beaucoup de singes dedans. Donc, les singes là me deviennent des ennemis maintenant.
Oh là là. Alors, maintenant, je suis en train de voir, faut-il les raser complètement ou bien les laisser pour que les singes y vivent, mais malheureusement, ça devient un problème très compliqué. Comment l'invité peut nous aider dans ce sens-là? Donc, et votre galerie, votre forêt là s'étend sur combien d'hectares? Bon, c'est pas beaucoup d'hectares, c'est presque je dirais, c'est presque demi-hectare seulement, mais avec de bons arbres. Je sais que si on y extrait de crédit carbone, ça peut me donner quand même beaucoup de dollars, malheureusement. Les singes. Les singes y vivent massivement. Donc, ça devient pour moi un problème au lieu que ça me donne de l'argent, donc à partir de crédit carbone. Alors, vous donc, vous demandez, faut-il éliminer ces singes? Oui. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Merci. Oui, les singes et le crédit carbone, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Merci beaucoup, Alphonse. Oui. Professeur Kidikouadi, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour l'invité pour la question. Je crois que, je pouvais lui répondre, ce n'est pas compliqué. Mon frère, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre cette notion de crédit carbone. Le crédit carbone ici, vous n'allez pas couper les arbres. Ça n'a rien à voir, on ne coupe pas. Au contraire, il faut conserver. Pourquoi on conserve? Parce que la forêt, la galerie, là, c'est un habitat pour les singes et d'autres animaux. Donc, on ne peut pas couper cette galerie forestière. C'est très, très, très long. Au contraire, il faut laisser comme ça. Parce qu'en termes de crédit carbone, c'est quoi crédit carbone? La plante absorbe le dioxyde, le CO2. La plante stocke le carbone dans la tissu pour sa croissance. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec les singes? Les singes, vous n'allez pas couper la forêt. Ça, c'est très, très... Au contraire, avec les singes, laisser comme ça doit cohabiter tout. Mais le point, c'est que je vous dis, c'est quoi? Quand vous dites que la galerie n'a pas une superficie importante, quand on dit crédit carbone, dans votre village, il faut voir quelles sont les étendues là où il y a des forêts, où il y a soit des galeries forestières. Même s'il y a des forêts, votre galerie ici, ça sera comptabilisé par rapport au nombre total de superficies qui est dans votre village. Je donne un exemple. Là où vous êtes, il y a par exemple 2 hectares. Quelqu'un d'autre a 50 hectares. Où on fait la sommation, vous allez trouver qu'au total, vous avez 502 hectares. C'est le rapport que vous allez donner. C'est un exemple que je donne. Alors, votre 2 hectares de galeries forestières, ça trouve là-bas. Au contraire, les singes, c'est un habitat pour les singes. On n'a pas dit quand on crée des crédits carbone, le milieu n'est pas vivant pour les animaux. Au contraire, il faut conserver les singes parce que c'est un habitat pour les singes. C'est la biodiversité. Professeur Kidikouadi, merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. On aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'environnement. Excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup, journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.